pour le développement et comment gérer la production et l'expansion d'une situation. Quel qu'en soit le métier qu'on fait ou l'emplacement, il est principal de toujours s'organiser. Quand on se rend compte qu'on peut passer, par exemple, 1 à 2 ou 3 heures par semaine pour réajuster l'organisation, pour développer l'efficacité. Donc, s'il faut changer l'infrastructure par des modifications simples, ou s'il faut trouver carrément d'autres applications complémentaires qui ne sont pas contraires, mais qui sont bien complémentaires et qui peuvent euh, être presque opposées dans le sens si je regarde là hier, je voyais une ferme avec pas mal d'espace et qui avait pas du tout de manœuvre euh, pour faire la main d'œuvre et enfin manque de moyens manuels. La, la première idée que j'ai trouvée, c'était de prendre carrément le contexte opposé. Si on a besoin de main d'œuvre et qu'on n'a pas les moyens de la payer, du coup, s'organiser pour faire, comment dire, euh, des tentes ou des réceptions à côté, dans le sens, bon, ben, vous offrez la nuit et vous avez la main d'œuvre en échange. Il y a je ne sais combien de personnes qui ont besoin de dépaysement, qui n'ont pas les moyens de se payer un hôtel ou d'investir vraiment avec beaucoup de moyens. Et par contre, aller chez l'habitant, c'est quelque chose de très intéressant. Et si maintenant on peut les occuper, parce que souvent on s'embête quand on est en voyage, ben du coup les vacances se passent plus rapides, on voit un peu de tout, on peut s'expérimenter dans une autre activité, voir si ça nous plaît, et surtout rencontrer les gens du pays, voir comment ils font. Enfin, ça peut être très intéressant pour les deux parties. Qui dit très intéressant pour les deux parties, dit possibilité d'avancement, enfin productivité, échange de bons procédés. L'échange de bons procédés est intéressant, mais le meilleur développement est souvent une réalisation qui s'est arrêtée. Faire de marche arrière pour voir un peu comment ça a été fait au passé, c'est pas forcément dit que c'est mal. Quand on regarde par exemple la plupart des montagnes, elles ont toutes, enfin tous nos anciens ont fait des étages. Alors quand je regarde ces étages et que je me dis ben, quel en est le sens, je me dis que c'est comme s'ils avaient préparé le terrain, comme ils l'ont fait pour les pyramides ou autres, où justement ben, ils nous montraient ce qu'ils savaient faire, et bien c'est à nous à comprendre ben, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fini, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pour quel intérêt, au-delà de retenir la terre, parce que sur celle où il n'y a pas les pierres, on voit bien que la terre elle dégringole pas tant que ça sur la route. Donc on pourrait dire que c'était comme préparer des étages de potager. Et si on regarde pour faire l'irrigation en circuit fermé avec des pompes naturelles ou autres, on peut se rendre compte que oui, on peut faire des petits potagers sur toutes les collines. On peut aménager et faire la gestion de notre environnement naturel. Et si on continue à perfectionner ou l'utilité ou la pratique ou alors l'autonomie, eh bien c'est sûr que on peut faire un petit peu, et même si on fait un petit peu mais qui est bien pensé et qui est bien réalisé, ben ça peut que durer un bon moment. Donc ça nous concentre par exemple qu'est-ce qu'on a besoin le plus sur comment ça s'appelle dans la vie. Est-ce que l'expansion de la vie, l'élévation de la vie, est-ce qu'elle se retrouve dans la production matérielle, ou est-ce qu'elle se retrouve dans la production de nouvelles philosophies? Je pense que la stabilité, c'est une bonne chose. Y aller petit à petit, c'est une bonne chose. Mais continuer dans une activité où on voit bien qu'on s'y perd de ses forces et qu'il y a un rendement minima ou trop de besoins, ben ça demande une gestion, ça demande une réalisation, parce que sinon, bon, ben il y aura toujours le même rendement, il y aura toujours de plus en plus de fatigue, parce que la récupération n'est pas forcément constante. Donc du coup, aménager les efforts pour la rentabilité. Et je ne parle pas de compétitivité, puisqu'on se rend compte que la plupart des gens font la compétitivité. Or, maintenant, même les marques, même ce qui coûte cher, n'a pas de réelle définition à son prix, dans le sens que les matériaux ne durent pas du tout
enfin sont très variables au niveau temps. Généralement, ça dure moins d'un an, voire à peine plus. Quels qu'en soient comment ça s'appelle, quels qu'en soient les secteurs. Donc du coup, on repartira des vraies valeurs qu'on avait avant, c'est-à-dire faire payer le prix d'une marque, hein, un peu plus cher, mais pour vraiment de la qualité qui dure très longtemps. Si tous les ans ou tous les je ne sais combien, on doit changer toutes ces affaires, aussi bien conformisme technologique, les habits, que ci que là, oui, on fait que renouveler ce qu'on avait. Or, si on achète ce qui dure longtemps, eh bien, à chaque fois qu'on achète, on, on a plus d'expansion sur ce que l'on a parce qu'on on perd moins souvent. Donc, il y a vraiment un besoin utile et commun à veiller sur ne pas la surproduction, euh, veiller sur la production sur le long terme. Si on fait un petit peu et que ça dure longtemps, eh bien, le lendemain, on peut faire un petit peu qui dure longtemps, et même c'est qu'un petit peu. Mais comme ça dure longtemps, vous dites bien qu'au bout d'un moment, un an ou autre, eh bien, tous les petits peu, ben, ils ont tenu, et puis au bout d'un an, ça fait quand même pas mal. Donc du coup, pour le commerce ou la productivité de l'expansion financière, ben, il y a des cotes, hein. L'argent, l'expansion de capital, c'est de l'argent. Donc qui dit argent, c'est une somme. Qui dit somme, c'est des nombres. Donc on voit bien que dans toutes les mathématiques, si on voit une croissance constante, même si la croissance est faible, c'est-à-dire que si le rendement de la vente ne tient que 10, 20 ou 30%, mais que les 10, 20, 30%, on le rajoute au capital, eh bien, on aura toujours 30% de plus à investir. Donc, du coup, comme on investit plus, eh bien, on peut revendre encore plus, et du coup, c'est pas même si c'est toujours 30%, la somme récoltée, la somme réinvestie, n'est toujours pas la même. Elle est toujours en expansion. Et si tant qu'on on ne prend pas du bénéfice, eh bien ça ne peut être que en expansion. Donc du coup, est-ce qu'il faut penser à gagner quotidiennement ou mensuellement, ou est-ce qu'il faut se priver pendant un certain temps pour arriver à un certain capital qui est assez important et qui permet de passer à des grandes étapes? Je dirais qu'à chaque fois qu'on prend du bénéfice, ben, ça va ramener à ce qu'il en était un capital bien inférieur, d'une étape bien inférieure. Donc du coup, il est important de voir ce qu'on va faire. Si on veut regarder par exemple sur, euh, sur l'humanitaire ou autre, ou comme là les problèmes de conflit, on peut pas aller faire la défense d'un pays au nom d'une force, parce que si on fait la défense d'un pays au nom d'une force, ben, ceux qu'on défend ils vont être contents, mais ceux qui attaquent la défense ils vont pas être contents. Donc du coup on peut avoir des représailles. Par contre y aller en tant que médiateur, en tant que raisonner la situation, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de régler les conflits à la base par psychologie, par l'écoute, par les besoins de chacun, par essayer de trouver les compromis qui peuvent s'entretenir avec toute personne, face à la situation qu'on se dit, ben, si vous y avez été avant qu'il n'y avait pas de conflit, je vois pas pourquoi maintenant il y a un conflit. Donc, ou retrouver ce qu'il y a avant, ou alors, ben, venez, on change, ou on change de rôle, ou on change de ci et ça. Mais il faut quand même trouver de nouvelles solution pour arriver à nos fins. Il faut surtout pas croire que nos méthodes ou nos manières sont perfectionnées. Hein, la perfection n'existe pas, ou alors c'est l'acceptation de l'imperfection. Et l'acceptation de l'imperfection, ben, c'est qu'on peut toujours faire autre. Maintenant, est-ce qu'on doit changer tout le temps nos méthodes? Non, je pense que quand on arrive à un bon résultat, rien que perfectionner la méthode, ben, peut avoir plus de résultats. Et en prenant le temps et l'espace du temps, ben, on se rendra compte les autres méthodes qui peuvent s'appliquer ayant euh, une autre réalisation plus importante. Donc ces dernières années, on a beaucoup développé sur la technologie du confort, la télé, l'ordinateur, enfin, l'électronique, tout ça. Et si on regarde ben, qu'est-ce que ça nous a fait, finalement, on se crée des problèmes qu'on n'avait pas avant.
Moi, je vois quand j'étais dans les années 80-90, téléphone portable n'existait pas. Finalement, tous les téléphones, on les connaissait par cœur. On les cherchait pas dans un répertoire. Du coup, ça nous faisait du travail pour la mémoire. Donc, on était habitué à se rappeler des choses, on retenait beaucoup mieux. Et puis, le jour où il n'y avait pas de courant, où il n'y avait pas de batterie, ben, on connaissait le numéro. Et quand c'était pas dans notre appareil, on pouvait quand même téléphoner. Donc, du coup, même moi qui connaissais une cinquantaine de numéros par cœur, je me retrouve avec 3 ou 4 ou 5 par cœur. Euh, je pense que ouais, quand on a des acquis, c'est bien de les conserver, quoi. Il faut pas, on peut non seulement les entretenir, mais en plus les perfectionner. Et d'aller vers des soi-disant techniques nouvelles, mais qui ont des conséquences naturelles, hein, pas comment dire. Elles ont des applications nouvelles, mais bon, elles ont des conséquences sur l'esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on doit développer pour être de plus en plus feignant en faisant moins d'efforts, ou est-ce qu'on doit se concentrer sur ce qu'on sait faire et continuer à le faire de mieux en mieux? Je sais pas. Si je regarde l'époque de mes parents, mon époque et l'époque de mon enfant, je dirais que l'époque de mes parents jusqu'au BEP, ils connaissaient tout par cœur, pratiquement tous les livres. Moi, j'ai connu à mon époque que les méthodes de multiplication et encore. Et maintenant, sur le courrier élémentaire, il passe un an ou deux. Alors qu'il y a 50 ans ou 100 ans, c'était des fois 3, 4, 5, 6, 7 années. Donc du coup, dans l'Antiquité, c'était toute une vie sur l'élémentaire et le fondamental. Et qu'est-ce que c'était l'élémentaire et fondamental? Ben, c'était les étapes, hein, la construction. Tu mets du petit bois, après tu mets du papier, après tu mets du petit bois, après tu mets un peu plus gros, après tu mets des bûches normales, moyennes, et puis après tu mets le feu en bas. Mais si tu mets trop de bûches, eh ben, ça va l'étouffer. C'est pas essayer de faire comprendre la logique. Si tu comprends la logique et le fonctionnement de d'une situation, tu peux la renouveler. Si on l'a fait pour toi, du coup, quand toi tu as besoin de le faire tout seul, ben tu peux ou alors ne pas savoir comment faire parce que t'as pas regardé, ou alors ne pas avoir l'habitude, c'est-à-dire ne pas avoir l'expérience de ça. Donc vers quel sujet on peut regarder? Je dirais que tout sujet peut être développé. Si on change la logique, si on change l'observation, si on voit les choses différemment, on se rendra bien compte que les choses sont différemment. Donc le je pense je suis, oui, oui, je pense je suis, c'est bien réel. Maintenant, si je pense différemment, est-ce que je vais voir les choses différemment? Tout à fait. On se rend bien compte que quand on prend des toxiques, et pas pour pas pour comment dire se délabrer ou autre. Euh, pour ceux qui n'en prennent pas, je vais expliquer. Hein. Qu'est-ce qui fait que la différence entre sauter d'un pont et la drogue, les deux on nous dit que c'est mortel. Mais dans la construction d'une vie, on voit bien que des drogués on en croise et des ponts on en croise aussi. Mais qu'est-ce qui se passe sur le pont et qu'est-ce qui se passe pour la drogue? Pourquoi on n'essaye pas de sauter d'un pont? Et surtout, pourquoi on essaie les drogues? On verra que quand on pose la question à quelqu'un qui est sur le pont et qu'on lui demande bah alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut sauter du pont? Il va nous dire bah écoute personne a survécu quand ils ont sauté du pont. Donc on comprend pas trop et on lui redemande. Et il me dit non, je t'ai dit que tu survivras pas. Et puis on redemande. Et puis après, quand on prend la réalité, c'est que si on prend conscience, pourquoi on s'arrête et pourquoi on ne va pas plus loin, c'est qu'au bout d'un moment, il se retourne beaucoup plus énervé, puisque on insiste, donc il réalise qu'on n'a pas compris l'intensité. Et là, il va nous dire non seulement personne n'a pu sauter, personne n'a survécu, mieux, je te conseille de le faire et surtout me casse plus les couilles. Et là, on se retourne, on dit mais attends, tu me dis que personne, pourquoi tu me dis sauter? Tu l'as fait toi? Je te dis non, mais toi, fais-le. Donc du coup, on dit ben tiens, personne n'a pu. Lui me demande de sauter, mais quand je lui demande si lui il a déjà essayé, il me dit ben non, je t'ai dit qu'on ne survivrait pas. Donc comme il n'y a aucune possibilité pour de la conscience de survie, c'est des choses qu'on n'essaye pas.
Alors que la drogue, c'est un sujet différemment. On nous dit que ça tue ici et ça, mais quand on rencontre quelqu'un de drogué ici et ça, et qu'on lui dit, mais alors, le danger de mort, t'as pu, toi, passer au-delà? Il dit, mais mon gars, si tu crois que c'est pour le danger de mort, tu sais, la mort, tu peux sortir de chez toi et te faire écraser ici et ça. On dit, ah bon, pourquoi on meurt pas tout le temps, on a pas mal tout le temps avec la drogue? Il dit, ah non. Et puis, même si tu ressembles à rien, et que la vision extérieure peut être tout autre, eh bien, on se rend compte du bénéfice intérieur. Donc, on va poser des questions sur le bénéfice intérieur. Et il va te dire, ben écoute, ça change totalement ta perception. Et alors, donc, on commence après à développer sur qu'est-ce qu'on en ressent. Mais ce que je veux dire, c'est que les apparences sont souvent trompeuses et qu'on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas parce que ça apparaît dangereux que ça l'est vraiment. Tout peut être dangereux. Si je me laisse tomber en arrière et que je tombe sur la tête, je peux y passer. Mais maintenant, est-ce que je dois me tenir sur tous les meubles quand je marche pour être sûr d'avoir une poignée pour me retenir? Non, il faut pas vivre avec la peur. On peut pas vivre dans la peur en ignorant ni les risques, mais en ignorant le bonheur qu'on peut rencontrer. Donc il est fondamental de se dire que la peur n'évite pas le danger, donc ça sert à rien d'avoir peur, et que ben, en étant prévoyant et faisant les choses sans excès, parce que c'est tous les excès qui sont mauvais, hein. Si vous faites un excès de la drogue, alors oui, vous pourrez avoir mal. Mais si vous le prenez avec un chaman qui va vous expliquer le voyage et qui va vous dire ce que vous allez voir et qui va vous guider, ben, vous ferez de grandes découvertes. Donc du coup, un excès de, je sais pas moi, 4 tablettes de chocolat, ça boîte du chocolat, c'est pas bon. Moi, ce que je me fais là, je me fais 2-3 cafetières entières de café plus mes clopes. Donc du coup, oui, ça va pas du tout. Mais voilà, il est bien plus facile de raisonner quelqu'un que de se raisonner soi-même. Hein, on peut extérieurement, on peut solutionner beaucoup de choses. Quand il s'agit de sa personne et de nos propres envies, comment se dire à un moment donné, ben, il faut que je me retienne parce que dans l'idée générale, il y a un réel besoin. Souvent, on attend d'être ou confronté au pied du mur, ou d'être confronté à la conséquence, en se disant bon ben là j'ai plus le choix, je suis obligé d'agir. Généralement, on a besoin, on peut voir ça différemment, quoi. Donc du coup, si on voit les choses différemment, on n'aura pas les mêmes résultats, et en ayant d'autres résultats, ben, on comprendra de nouvelles applications. Et donc, quand on voit par exemple de nouveaux problèmes, on peut adapter de nouveaux outils qui nous permettront de réaliser nos actions pour simplifier, et, euh, et on peut réaliser tout petit. Donc, quels sont les métiers qui peuvent développer le plus ou réaliser le plus? Je dirais que les maths, ça peut, on peut faire beaucoup avec les maths, que ce soit dans calculer, faire une prévision. Quand je regarde par exemple vos cours sur la probabilité, je vois que sur la probabilité, il va y avoir 2, 3, 5 probabilités, facteurs de probabilité différents pour avoir un pourcentage de réussite. Mais si pour ce même calcul, vous prenez une dizaine de repères plus un facteur X, c'est-à-dire l'impensable, eh bien là, vous aurez pratiquement aucune possibilité de vous tromper, puisque vous prenez en compte tout ce qui peut y arriver et censé arriver, selon toutes les repères qui peuvent être complémentaires, mais après, vous prenez même en plus ce que vous ne pouvez pas penser. Donc du coup, en évaluant les deux, c'est vrai que vous arrivez à prévoir de plus en plus précis sur qu'est-ce on peut faire. Donc toujours dans l'expansion, quel que soit ce qu'on produit ou qu'on fait comme expansion, on comprend bien que oui, si on va trop vite, eh ben on peut, c'est plus difficile d'un bâtiment par exemple qu'on construit, c'est plus difficile de casser pour reconstruire que de bien faire dès le départ. Donc est-ce qu'on fait un petit peu et bien, ou est-ce qu'on fait un petit peu en pensant vouloir gagner du temps, mais on se rend compte qu'on n'a pas fait bien, donc on revient en arrière pour recalculer comment faire bien, pour non, c'est bien de faire un petit peu si ça dure longtemps. Donc du coup, ça c'est pour tout ce qui est, on va dire, production aussi ou ça. Maintenant, quand je regarde les conflits, si c'est financier,
euh, à l'international, il y a toujours eu, quand on a fait les découvertes des anciens continents ou autres, il y a toujours eu des personnes qui viennent dans votre continent pour vous prendre vos richesses et des conséquences énormes. Donc comment on peut trouver une solution pour ne pas le permettre? Faire l'échange de bons procédés. C'est-à-dire, je peux te le permettre à te le donner à, à comment ça s'appelle, à un niveau, je dirais un peu à mon marché, à la valeur de mon marché. Donc, c'est-à-dire, moi, je perds pas d'argent, mais toi, ça te fera beaucoup moins cher que ce que tu le trouves chez toi. Donc, ça sera très intéressant pour toi. Et on évite tout conflit. Mieux, on fait un partenariat selon l'échange de bons procédés. Quand je vois, par exemple, les problèmes sur les terres saintes, il y a eu la naissance de 3 religions. Et les autres se sont passés. Il y a eu un temps, ça a toujours marché. Donc si ça marchait avant, comprenez bien que ce n'est pas en ayant euh, les remords de ce qui s'est passé ne va faire que ne pas pouvoir accepter ce qui pourra avoir de mieux plus tard. Et si on n'accepte pas de passer à autre chose, eh bien c'est les problèmes d'avant qui non seulement ont été, qui sont et qui resteront. Donc à un moment donné, il faut voir quel est le meilleur à gagner. Est-ce qu'une paix et une entente commune est préférable qu'un intérêt personnel? Quand on se rend compte que l'intérêt personnel va aller à l'encontre des autres, peut-être qu'on se rend compte que effectivement, euh, s'allier sur quelque chose dont on est gagnant, ben, c'est pas aller à une perte, c'est découvrir comment par voilà, compromis, comme adaptation, comment tout le monde peut y gagner. Donc, pour la gestion des continents, si on fait des continents plus ou moins autonomes sur le long des valeurs naturelles et par rapport à leur géographie, par rapport à leur situation climatique, et que chaque continent, selon une géographie différente, vont avoir des applications, ou selon des richesses naturelles, vont avoir des applications différentes, eh bien, on pourra faire non seulement l'autonomie pour la base, faire importer ce qui peut être le bénéfice pour le pays, c'est-à-dire ce qui n'est pas vital. Donc il y a beaucoup moins de famine. Et après, tout le bénéfice, ben, c'est du bénéfice. Ça permet de faire l'expansion du confort ou l'expansion de la beauté du pays pour accentuer des nouvelles opérations comme le tourisme, comme le transport ici et ça. Donc par exemple, pour le transport, pour annuler ce qui coûte beaucoup de frais et qui engage beaucoup de problèmes indirects, comme la pollution, comme bien des choses. Voilà. Alors, où on continue à le faire sur Terre, ou on continue à le faire sur les airs. Alors, quand on le fait, quand on dit que on peut faire tout par les airs, les gens ils nous disent, mais tu te rends compte à la vitesse, on n'aura pas les réflexes, et ci et ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur une nationale, il y a 2 voitures, elles peuvent se croiser, il n'y a même pas 1 mètre qui les écarte entre celle de gauche et celle de droite. Et à moins de 1 mètre ou 1 mètre 50, les 2 voitures peuvent se croiser à 100 km/h. On peut voler et on passe sans même avoir peur et on sait qu'on passe, on s'est bien visé. Donc du coup, faut pas avoir peur des réflexes du corps, quoi. Hein. Dès qu'on voit la différence entre je vois et j'exécute, vous voyez bien que même un pilote de l'air dans un avion, il se pose pas la question. Donc du coup, ça peut être réalisable. Et pour ça, il faut se dire que voilà, qu'est-ce qui permet de voler? Eh bien, c'est une force qui tire vers le haut, qui est plus importante que celle de la gravité qui tire vers le bas. Et si la force de la gravité est aussi importante que la force qui soulève, eh bien, vous allez avoir quelque chose de stable dans l'air. Mais maintenant, pour, euh, pour augmenter la rapidité, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est les doubles forces. Pourquoi utiliser qu'une force? Vous pouvez faire celle de traction et celle de pulsion par en dessous. Et après, faire une expansion plus ou moins progressive, toujours progressive, par exemple sur le nombre de filles. Donc ça sera au départ plus ou moins petit, mais plus ça va vite, et après ça va toujours plus vite. Et comment s'organiser pour pour que ça fasse faire en 3 niveaux
une manière méthode rapide, une manière stable et une manière descente. Et descente rapide et descente douce. Donc du coup, on peut tout régler. Pour ça, combien de kilos on peut mettre dans les airs et voyager à quelle allure? Je dirais que dans l'aérodynamisme, c'est pas vraiment une question de taille ou de forme, puisque quelles qu'en soient les formes, c'est juste que les forces qui vont s'appliquer sur la forme vont varier. Mais si les moteurs ou la pulsion ou la traction sont orientés différemment selon des points différents d'équilibre du point G, du coup on pourra toujours contrer la forme. Euh, Tout peut voler. Si maintenant vous voulez faire voler 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, ben, il faut juste une capacité de traction, une capacité de pulsion qui est plus importante. Si maintenant vous voulez, comment ça s'appelle, vous voulez trouver quelque chose qui pourra aller avec beaucoup de capacité, beaucoup d'énergie, si vous comprenez comment ça marche une dynamo, voilà, pour que la dynamo fournisse de l'électricité, comme il existe sur les vélos ou n'importe quoi, vous allez voir que la dynamo fournit de l'électricité une fois qu'on la fait tourner. Donc c'est dès qu'on fait tourner un tour, elle va fournir du jus. Mais si le jus qu'elle se fait tourner, on relie un moteur qui se met sur la dynamo, c'est-à-dire que dès que la dynamo va se mettre en marche, c'est un cercle sans fin, puisque c'est un cercle fermé. Donc c'est la dynamo qui alimente son élancement. Donc du coup, ça marche à long terme. Et après, comment on peut faire pour que je tourne doucement la dynamo, ça produit un petit peu, et je tourne bien plus rapide, ça produit plus. Donc qui dit produit plus, dit tourner plus vite, qui dit tourner plus vite, dit plus de traction, plus de pulsion. Eh bien, c'est une question de puissance de la dynamo. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une dynamo, ou qu'est-ce qui est la même logique que la dynamo et qui peut produire bien plus? Eh bien, je dirais que chaque moteur électrique est une dynamo. Si vous faites tourner un moteur électrique sur une roue ou sur n'importe quoi, vous allez voir que lui-même a une puissance assez importante. Donc c'est une question de puissance, quel qu'en soit le créateur de puissance, c'est une question, ou le générateur de puissance, c'est une question de puissance. Après, il y a deux solutions. On peut faire l'expansion de cette puissance par deux résultats. Ou alors, on remet un engrenage, c'est-à-dire, on va avoir la dynamo là, le moteur qui est là, donc les deux, ils sont comment ça s'appelle? Ils sont emboîtés. Si vous mettez une dynamo, bon, j'arrive pas trop à le faire avec mes doigts, mais si vous mettez une dynamo par-dessus, par engrenage, les trois, quand il y en a un qui va tourner, le deuxième va tourner, le deuxième va faire tourner le troisième. Donc, vous pourrez toujours faire une expansion. Mais ça va rajouter des dynamos. Or, un amplificateur, ça peut faire le même travail. Alors, où on le fait au niveau mécanique, c'est-à-dire moteur, production de générateur d'électricité, ou alors on fait moitié générateur et après électronique. Mais pourquoi voir quand on cherche un résultat? Généralement, on pense quelle est l'action ou la force qui le permet. Mais si on voit toutes les forces qui puissent être complémentaires pour une action, bien vous trouverez bien plus de force. Donc il est compréhensible que voilà, si vous faites traction, pulsion, et après pour diriger, ben, vous pourrez faire voler ce que vous voulez, vous pourrez être libre, et si vous le faites d'une scout, eh bien, tout le monde en pourra en profiter, et puis tout le monde sera libre de ses déplacements. Après, comment on peut voir le futur par rapport à une liberté de déplacement? Si on a le droit d'aller dans chaque région, si on a le droit d'aller dans le pays aux alentours, et si on a le droit même de changer de comment ça s'appelle, de continent, eh bien, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui se passe chez soi? Eh bien, on se rend compte que oui, effectivement, on peut avoir un terrain, une maison, hein, où on a une autonomie alimentaire, puisque de chaque saison, de chaque fruit, de chaque goût, et de chaque légume, pour le quotidien, on peut dire que voilà, on va planter chaque saison ici et ça, une graine. Après, la gestion de la plante et ce que fait même la
la nature, puisque les saisons on les fait pas, hein, c'est naturel, ça portera son bénéfice. Donc même si les saisons ont un déficit par rapport aux besoins de la plante, on pourra voir tout à fait que justement, bien, on peut faire moitié les saisons, c'est-à-dire moitié naturel, plus une autonomie complémentaire. Et après, ce qui est le plus intéressant, c'est que par exemple dans les nouvelles cultures, on voit bien que maintenant ils font sur lampe, c'est-à-dire en intérieur, ils arrivent à pousser les végétaux et arrivent à très bons résultats pour les végétaux en intérieur. Donc en intérieur, c'est avec une lampe et il y a deux styles, ou encore avec la terre, ou alors avec l'hydro. Moi, la question qui me pose, c'est pourquoi on ne fait pas de l'hydro à l'extérieur? Et maintenant, si on n'a pas assez de soleil, ben, réajuste l'amplification de ton rayon de soleil avec des miroirs. Si tu mets un miroir qui réceptionne le soleil et un miroir qui est en face et que les deux communiquent ensemble et que tu as planté au milieu, elle sera éclairée de toutes parts et il y aura de plus en plus de soleil. Pour ça, les miroirs et l'amplification de soleil, Da Vinci avait trouvé que voilà, il avait fait une invention qui permettait que par le rayon du soleil et par amplification, c'est-à-dire que il y a deux miroirs qui vont ensemble, donc du coup l'amplification se refait amplifier, qui se refait amplifier, qui se refait amplifier. Bref, tant que le soleil n'a pas bougé, ça fait qu'amplifier. Donc ça va très très vite et très très chaud. Quelle qu'en soit la transformation des pierres et des métaux et des matériaux, on peut le faire. Il y a des transformations, il y a diverses techniques de transformation qu'on avait expliqué, que j'avais expliqué en chimie. Maintenant, si on se rend compte de, par exemple, on prend une terre qui a aucun rapport avec un autre métaux, on pourra toujours trouver une nouvelle matière. Donc après, il y a que par l'observation ou par l'utilisation qu'on va concorder sur les nouvelles propriétés de celle-ci. Mais par exemple, pour les métaux qu'on avait trouvés, comme le titane que j'avais trouvé ou l'adémantium, on s'est rendu compte que avec une logique avant, c'est-à-dire préméditée, sur le matériau de la pierre, c'est-à-dire la qualité de la pierre seule, définie, plus la qualité du métaux seule définie, bien fera aussi bien la qualité du métaux que la qualité de la pierre sur le produit fini. Donc du coup, si vous prenez une pierre, toutes les pierres ça fond à une certaine chaleur. Tous les métaux ça fond à une certaine chaleur. Le comment s'appelle, le fer va faire mou et résistant, et la pierre va faire dur et résistant. Donc du coup les deux alliés, ça va faire costaud, ça va faire plus costaud que l'acier. Et le plus costaud comme pierre, vous avez les coulées de lave. La pierre volcanique, elle est très légère, mais alors elle est costaud. Hein. La densité, c'est très très dur. Je sais pas si vous avez cogné un peu dessus, c'est costaud. Donc du coup, voilà, avec des nouvelles pensées ou comment voir de nouvelles utilités, si on fait de plus en plus de production pour des nouveaux matériaux qui peuvent durer vraiment très longtemps et qu'on peut réajuster, qu'on peut réutiliser pour d'autres applications, du coup, on ne sera pas dans la surproduction, mais on sera pour le long terme. Donc, on fera, quel qu'en soit le temps qu'on mettra à faire dans les années qui suivent, on aura toujours ce qu'on a fait, qu'on aura réalisé, même s'il nous faut du temps, plus la suite, et on aura la somme du tout. Voilà, des nouvelles pensées, des nouvelles observations pour de nouvelles orientations. Oui, alors pour les moteurs, je l'ai expliqué pour les avions. Vous comprenez bien que les mêmes moteurs peuvent être appliqués pour les motos, peuvent être appliqués pour les voitures et peuvent être appliqués pour les bateaux. Hein, si vous faites le système tout à fait hermétique, après il n'y a que la dernière tige du premier moteur qui est relié, enfin le moteur qui est alimenté par le générateur, qui a besoin d'être en contact avec l'eau. Mais si vous ne le mettez pas en contact, vous moulez le moteur et que vous laissez juste la prise, juste la rotation de l'axe avec une tige bien plus profonde, plus vous écartez le moteur, plus vous écartez les risques. Et normalement, bon ben en limitant les risques, ça pourrait aller. Après partir en mer comme ça, qu'avec un système,
C'est ridicule. Pourquoi faire qu'un système de retenue? C'est comme pour l'avion. Si vous faites qu'une traction, il va falloir beaucoup plus de force pour tirer. Mais si vous tirez et que vous poussez en même temps, ça va faire moins de force. Donc si par exemple vous avez une surface comme ça au sol, si vous faites comment ça s'appelle, un moteur, deux moteurs et un moteur, vous allez partager, vous allez partager, euh, vous allez partager les forces. Qui dit partager des forces dit bien moins besoin de produire plus, puisque les charges vont être réparties et divisées. Mais si vous faites la synchronisation des forces sur le même point d'équilibre, le point G, du coup vous pourriez bien mieux préciser la maîtrise de ce que vous désirez. Donc après voilà, on peut tout réaliser. On peut tout réaliser. Par exemple, pour les étages des montagnes, on peut organiser une création de nouveaux jardins autonomes, hein, dans le sens qu'il y a, on a vu que les anciens nous avaient fait des roues pour que l'eau puisse remonter d'un niveau à l'autre. Mais on peut modifier ce qui a existé selon la même logique pour l'adapter à nos besoins, en gardant le même principe, mais en créant des nouveaux outils. Donc la dérivation peut être intéressante. Après, pour toutes comment ça s'appelle, les montagnes qu'on cramé, on voit que les montagnes crament tout ça. C'est bien, hein, ça peut arriver des accidents. Mais enfin, si avec le temps on puisse réparer, je crois qu'à Marseille, il n'y a même plus une seule montagne qu'un arbre. Et ça fait plus de 10 ans que ça a cramé. Donc je pense qu'au bout de 10 ans, au lieu de tous les travaux qu'il y a sur le centre et qui avantagent pas forcément le citoyen et qui fait pas forcément venir les tourismes parce que c'est que de la pierre, c'est mort quoi. Je pense que si on aurait fait replantation des forêts ou des parcs, une réhabilitation des conséquences de la vie, peut-être que ça aurait attiré plus de touristes. Du coup, il faut voir aussi qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant. Y a quelque chose qui changera jamais. Comme je le disais la dernière fois, plus on pense à ce qu'il a toujours été, si ça a toujours été et que ça l'est encore à présent, ça veut dire que ça le sera encore longtemps. Donc ça a toujours été dans une société, on n'a pas tous le même âge. Et quel qu'en soit notre futur, bien il y aura toujours quelqu'un qui a besoin d'un autre. Il est toujours dit que voilà, un plus grand aidera et qu'un plus petit aidera aussi. Donc du coup, pourquoi mettre 1500 euros pour la logique occidentale? Pourquoi faire 1500 euros pour mettre un de nos proches dans une maison de retraite? Il faut voir un peu les situations des maisons de retraite. Et comment voulez-vous qu'une infirmière ou une ASH ou une personne responsable des maisons de retraite puisse être attentive, douce et présente avec une personne âgée quand elle en a 50 ou 100? Elle y travaille toute l'année et puis elle fait pas qu'un an là-bas. Donc même si elle est très gentille et très douce et tout ce que vous voulez au départ, euh, c'est difficile aussi, il faut beaucoup de tendresse. Et puis, qui c'est qui n'est pas plus attentif que nos enfants? Ils adorent s'occuper des vieux, ils entendent plein des histoires, plein de choses qu'ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de savoir comment c'était avant. Et puis c'est constructif pour les enfants et constructif pour les vieilles personnes. Maintenant, comment ça peut se réaliser? Ben, si vous mettez pour l'attention, on va dire, du tout va, du tout venant à des enfants, et après les soins avec une infirmière, ben, une seule infirmière peut s'occuper de 10 ou 20 personnes, hein, si c'est juste pour donner les cachets, et qu'après tout le reste, c'est les enfants. Donc, si c'est fait dans des infrastructures modernes, ouais, ça sera plus ou moins les mêmes besoins. Mais maintenant, il est bien plus intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut arranger à ce niveau-là. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux ou qu'on soit ci ou ça, on a toujours eu à un moment donné se dire bon ben est-ce qu'on peut retrouver l'essentiel? Puisque toute l'année, par exemple, on est dans le conformisme, on est dans le matériel, mais on voit plus les étoiles la nuit. Et puis même quand on est en ville avec l'éclairage, on le voit plus. Mais qu'est-ce qui nous empêche en haut d'une colline à 500 mètres du centre-ville, qui est un peu écarté de tout endroit, de faire justement
voilà, un parc naturel avec une infrastructure légère. Puisque même quand comment ça s'appelle, on veut voyager pour se dépayser, on cherche juste quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et pourquoi aller faire dans tous les pays ce qu'on peut faire chez soi-même? Le tout, c'est de vivre différemment. Donc du coup, si on fait des infrastructures vachement légères, tout style qui existe, hein, ça peut être de la paille, du bois, de la tente, enfin, tout ce qui peut changer radicalement. Et que chaque infrastructure de, je sais pas moi, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, ouais, 60, ça fait beaucoup. Mais voilà, 50, 80, 70 est totalement différent. Et que sur un site où il y a 5, 10, 20 maisons, on en fait, euh, on en fait chacune à un style totalement différent. Même si c'est pas pour mettre des personnes âgées, je peux vous dire que pour le tourisme, ça revient pas à grand chose. Ça va revenir à 1000, 2, 3000 euros par infrastructure. Et, euh, et ça peut intéresser même pour le tourisme. Parce que ça fait des villages vacances entre voilà, l'hôtel plein air. Hein, c'est pas des bungalows, c'est pas voilà, des hôtels, enfin ça peut être plus sympa. Et c'est pas le camping. Donc du coup, en faisant des nouveaux lieux pour des nouvelles mentalités, pour retrouver ce qu'il avait été, vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne se parlent plus, on est chez soi, on reste chez soi, on fait les courses, ben on ne parle pas aux autres, mieux on va dans un bar, on va dans manger, on va n'importe où, on continue toujours à rester seul. Et quand on regarde les autres à leur place et qu'on est tout seul et qu'une autre personne est tout seul, ben du coup des fois par exemple en France c'est mal vu. Moi j'ai connu dans les années 80 encore, il y avait la télé, ça existait, mais le soir on regardait pas. On préférait rester dehors avec les voisins, ici et ça. Et c'était bien plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant. Pourquoi on perd les bonnes valeurs? À quoi ça sert d'aller dans un futur où il y a moins de valeurs, où la vie est bien plus dure, bien plus insupportable, et on continue? Il y a un moment donné, la meilleure des choses, c'est se remettre en action. Ça sert à rien de faire plus si c'est moins. Mais maintenant, le mieux, ben, c'est des fois faire marche arrière. Si vous comprenez que voilà, vous êtes sur un chemin, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Puis plus vous continuez, plus ça devient un sentier. Et puis vous continuez, puis alors là, ça devient un sentier délicat, puis de moins en moins tracé, quoi. Mais vous allez pas faire Georgie de la jungle en continuant alors qu'il y a des branches, vous allez faire demi-tour. Donc vous le voyez logique pour une forêt, dites-vous bien, pour l'expansion d'un pays ou l'expansion d'une terre ou l'expansion d'une civilisation, c'est pareil, c'est pareil. On ne peut pas continuer ce qui est plus difficile. Or, si vous continuez et que vous organisez le quotidien pour que ça soit de plus en plus facile pour tous et surtout de plus en plus agréable, il n'y a aucune raison qu'on s'y plaise pas dans un futur. Donc c'est pour ça que l'intérêt général est vraiment fondamental. Il faut faire les choses pour le commun de tous. Parce que on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes atouts, on n'a pas tous les mêmes régions, mais par contre, il y a du bon en tout. Et quelle est la personne qui a plus de bon, ou quel est l'endroit qui a plus de bon? Je pense que tout est intéressant à découvrir. Euh, je pense que voilà, il y a pas mal de gens en Afrique qui n'ont jamais vu la France ou l'Occident et qui n'ont jamais vu l'Amérique et qui n'ont jamais vu l'Asie ou l'Australie, enfin tout ça. Donc du coup, faire l'échange productif, c'est-à-dire ben ok, tu veux découvrir la France, ok, ben tu viens, on te fait la formation. Comme ça, nous on t'apprend. La formation, eh bien on te la paye pas parce qu'on te forme. Parce que même en France, on forme pas, on ne paye pas forcément la formation. Mais par contre, la personne elle peut découvrir le pays, voir comment ça se passe, sans lever les idées que c'est mieux ailleurs, hein, parce que des fois, à l'ailleurs, se rendre compte que chez soi c'est mieux. Donc du coup, se rendre compte que justement, voilà, il y a des choses qui existent qui sont différentes, voir en quoi ça peut être mieux, qu'on peut réadapter chez soi, et puis se former. Donc c'est un échange de bons procédés. Non seulement il s'instruit, il se perfectionne, et après il peut s'adapter son expansion dans son métier. Il y a beaucoup de possibilités si on arrête un peu les frontières. On a fait l'Europe en disant que les frontières baissaient, mais arrêtez-moi les douanes. Comment ça se fait qu'il y a la douane dans les frontières?
comment ça se fait qu'on expulse les Roms? Ils sont pas en Europe, les Roms, en France. Et puis, vu les concessions sur la mobilisation que ça nous a demandé l'Europe, vu les conséquences, je pense que tout Européen peut accepter d'avoir un Européen en Europe. Et je parle pas d'un Français en France. On peut accepter tous les Européens. Pourquoi les Français ne vont pas en Europe? Parce qu'il y a encore ce blocus de comment ça s'appelle, de pays avec ses frontières. Si maintenant vous voyez bien que si le système de vie est de même valeur dans toute l'Europe, il n'y a aucune raison, mis à part situation géographique, il n'y a aucune raison de changer de place. Il y a moins de tentatives d'immigration face à des bénéfices qu'il n'y a pas sur place. Ça va être juste des attirances sur une géographie différente. Donc ça va ralentir l'immigration. J'ai rarement été par volonté dans un pays où c'était pire que chez moi, avec moins de capacités et beaucoup plus cher et beaucoup plus de répression. Il faudrait être un peu fou. Donc du coup, voilà, essayer de voir tous les échanges de bons procédés qu'on puisse avoir, tous les expansions qui sont plus profitables et plus faciles à engendrer et plus faciles à réaliser, mais qui peuvent s'appliquer à tous. Et voilà, des nouvelles utilisations feront bien des choses. Après, pour comment ça s'appelle le chômage là, je dirais que le mieux c'est que voilà, on peut organiser les 30% de chômeurs à peu près pour les problèmes qu'il y a en Centrafrique. Hein, il y aura l'armée pour la sécurité et les 30%, ben vu nos connaissances qui nous on a appris à l'école, donc c'est un acquis déjà. Nos connaissances à nous, ça peut faire une grande instruction, un bon premier début sur comment gérer, sur comment s'organiser, sur comment plein de sujets que ça n'existe pas là-bas. Et puis ça peut être temporaire, ça peut être des CDD, ça peut être des CDI, ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut faire carrément semi bénévole, c'est-à-dire on organise les frais de ou logement ou de bouffe ou les deux, et puis après le reste c'est bénévole. Donc du coup, les personnes peuvent voyager, elles peuvent faire en même temps de l'humanitaire, et en plus, elles ne payent pas de frais. Et si on fait les transports gratuits, tout ça, pourquoi vous ne voulez pas le faire? Tout le monde sera gagnant. Ceux qui sont en difficulté, ben, ils auront le plaisir de recevoir de l'aide, et ceux qui amèneront de l'aide ne mettront pas des frais pour le faire, mais en plus vont découvrir de nouvelles choses qui vont leur remplir le cœur. Si on voit par exemple la situation du monde du travail en France, faire un système soi-disant compétent par rapport à la rentabilité, par rapport au rendement, mais ça met un stress impossible. Comme vous voyez, la plupart des grandes infrastructures de services clients, tous les services clients, c'est des organisations, c'est des règles inter-entreprises. Or, ces règles inter-entreprises, il n'y a rien de plus casse-couille. C'est-à-dire, moi, pour téléphoner chez SFR, on va me donner mon nom de téléphone, mon prénom, mon nom de famille, où je suis né, mon nom de ma caisse d'épargne, tout ça pour avoir une référence sur mon numéro de téléphone, pour m'identifier. Donc, il faut voir à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus pratique, et après, qu'est-ce que peut accepter qu'est-ce qui est le plus facile pour la personne qui est obligée de se contenter ou d'être exposée à ces besoins-là. Voilà. Voir ce qui a gagné et surtout, est-ce qu'on peut accepter d'y perdre un peu, mais si c'est beaucoup plus pratique et agréable pour tous. Hein, parce que je suis sûr que les personnes qui sont derrière le téléphone, qui vont au service client, sont confrontées à beaucoup d'agressions ou de pression psychologique parce que ça énerve le client directement et que indirectement, ben, ça n'a jamais fait plaisir au client de devoir se justifier de sa propre personne, de ses propres volontés. Maintenant, quel qu'en soit les affaires, si je paye pour avoir un service, on n'a pas à me dire comment ce service va être appliqué. Si je paye, ben, c'est moi qui paye, c'est toi qui fais. Si maintenant je paye et tu vas me dire, ah bah oui, mais pour que je fasse ce service, faut que tu me fasses ça, 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 faut que tu me fasses ça. Alors c'est qui le fait? C'est moi qui le fais et je te paye, ou alors c'est toi qui me le fais? Donc je pense que la légèreté de nos actions permettra de pouvoir faire plus d'actions, et ce plus d'actions, avec des actions plus réfléchies, pourra
engendrer non seulement moins d'énergie pour chaque action, mais qui dit moins d'énergie va faire beaucoup plus loin et possible. Si on regarde toute la paperasse, c'est insupportable. Insupportable. Il n'y a rien qui va. Je crois que j'ai passé 10 ans sans carte vitale. Et j'en avais besoin tous les mois. Après, quand j'ai réussi à faire tous les papiers, à réunir tous les papiers, entre le moment où j'ai donné tous les papiers et le moment où j'ai récolté la carte, il a fallu un an ou deux. Je sais pas. Et en même temps, j'avais commandé l'extrait d'acte de naissance, c'est-à-dire il sort par internet, je ne l'ai jamais reçu. Et je l'ai demandé 2 fois. Et ça fait plus d'un an. Donc, où on fait par automatisme, c'est-à-dire on commande, c'est le demandeur qui fait la commande à l'automate et c'est réalisé dans les jours qui suivent parce qu'on a automatisé les actions, ou alors on produit l'expansion de comment gérer l'autonomie manuelle. Ou voilà, faut arrêter les délais de ci et ça. Si on le demande, c'est pas parce qu'on en a besoin, on prévoit pas d'en avoir besoin dans un an. Si on le demande et qu'on essaye d'avoir tous les papiers, c'est qu'on en a besoin au moment où on le demande. Si maintenant il y a j'ai entendu la dernière fois pour les sans-papiers, il y a 6 mois ou je ne sais plus combien de temps avant d'avoir une réponse. Dites-vous bien, si le mec il a expulsé, on lui dit ben tiens voilà t'as ta carte, il dit ben non j'ai dû la demander. Et que le mec il va dire bah ouais mais tu l'as pas alors attends. Ah ouais mais ça fait bientôt. Ça fait bientôt, ça va pas ni pour celui qui contrôle, ni pour la personne. Donc la personne elle est obligée d'être dans l'illégalité et la personne elle est obligée de faire appliquer la loi. Ça ne peut pas aller. Si tous les modes de procédé ne sont pas dans l'intérêt commun de bonne comment dire synchronisation des uns aux autres, si à un niveau, à une étape, ça freine le résultat de l'étape suivante, du coup c'est pas bien appliqué. Il y a plein de choses où on peut faire des autonomies. Et puis il y a plein de choses où on se doit de remettre la main d'œuvre. Il y a trop de personnes qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y a trop de personnes qui ont besoin de faire. Et il y a trop besoin de personnes qui ont besoin qui n'ont pas envie de forcément faire une grande carrière, des grandes responsabilités, tout ça, mais qui ont aussi des besoins ou que ça peut les aider de passer 2 heures ou 4 heures par jour dans une activité qui leur prend pas la tête et en plus on leur amène un minimum complémentaire du minima. Si ça peut faire de la main d'œuvre en CDD à mi-temps et aider les personnes au minima à faire une moitié-moitié, tout le monde a gagné. Donc du coup, voyons les échanges de bons procédés productifs sur un intérêt commun. Merci.